coup, je suis coordinatrice du Lyon Open Lab, rattachée à Creative Roots. Mais avant ça, j'ai eu la chance d'effectuer un stage à l'agence d'urbanisme de Lyon, auprès de Richard Nordier, qui n'est pas là aujourd'hui. Voilà. Et donc, c'était un enseignement sur une étude d'usage et de pratique des espaces publics qui avait eu lieu dans les deux quartiers prioritaires, donc Mas du Taureau et Saint-Fond-Clochette. Et donc c'était un retour où justement on avait ce lien, certaine mélancolie en tout cas par rapport à des aménagements. Il y avait eu une grosse attention portée par exemple aux aménagements au pied d'immeubles. Alors on a conçu beaucoup d'aires de jeu en concertation aussi avec les habitants, mais tout ça a été très segmentisé en disant bon, voilà, on fait une aire des jeux pour les 3-5 ans, une autre pour les ados, on va faire un terrain de foot, ça, le terrain de foot ça marche bien. Et en fait on se rendait compte qu'en parlant avec les gardiens d'immeubles ou tout ça, il y avait vraiment cette mélancolie d'un temps passé sur les terrains blancs. Alors qu'est-ce que c'était que le terrain blanc ? En fait, c'était justement des espaces qui étaient appropriables par tous, à différentes temporalités, où justement on évitait ces conflits d'usage parce que voilà, le terrain de jeu, à une époque, les 15 ans arrivaient et puis bousculaient les gamins les plus jeunes en disant non, maintenant c'est notre heure, c'est à nous, le soir, la nuit arrive, c'est notre terrain. Et c'est vrai que ce terrain blanc, nous, on avait été assez surpris de cet enseignement en disant finalement c'est quoi ce soin qu'on apporte au mobilier, aux matériaux peut-être que cette appropriation peut se faire de façon libre, regarder aussi comme ça. La question du prototypage aussi, peut-être laisser cette liberté, voir, mais bon, après il y a les approches sécuritaires aussi, bien évidemment. Pourquoi, voilà, tout imposer. Mais c'était Merci Annabelle. Benoît Granier, doctorant en sciences politiques à l'Université de Lyon. Et c'est plutôt en fait pour faire une petite remarque par rapport à un colloque qui a eu lieu à Bordeaux en novembre dernier sur la participation dans les écoquartiers, donc qui traitait ces questions-là de manière exhaustive sur 2 ou 3 jours. Et il y avait donc des chercheurs en sciences sociales, mais aussi des gens en psychologie qui étaient présents, ce qui n'est pas souvent le cas qu'on mélange, en lisant les sciences, sociologie, urbanisme, etc., avec des gens en psychologie. Et une des conclusions qui était ressortie, c'était est-ce que justement le fait de demander aux habitants ce qu'ils veulent, est-ce que c'est vraiment pertinent, sachant qu'une grande partie des choses qu'on peut vouloir peut ne pas être conscient, ne pas être explicite, mais peut au contraire, on nous propose quelque chose, tiens j'en ai envie, mais si on me demande ce que je veux, je dirai jamais que c'est ça dont j'ai envie. Et donc je pense que ça rejoint assez en effet ça. Est-ce que le fait de réunir des gens dans un contexte qui est décontextualisé du lieu de vie, est-ce que c'est vraiment ça qui va être pertinent pour faire remonter toutes les attentes, toutes les aspirations donc voilà, c'est juste une petite remarque suite à ce que ça m'a évoqué par rapport au colloque en question. Voilà. Merci. Alors, plusieurs choses, je vais essayer d'être synthétique et c'est pas évident. À nouveau, on trouve autour de ces questions exactement le même problème dans plein de disciplines de conception, d'innovation. C'est jusqu'où on peut, enfin, qu'est-ce qu'on peut vraiment attendre de l'usager compte tenu de l'usager, de l'habitant. Après, on brode et on raffine, hein, mais fondamentalement, qu'est-ce qu'on peut attendre de la personne pour laquelle on travaille à la fin? Voilà, ça. Comment est-ce qu'on peut l'associer? Ce que j'essaye de faire à mon échelle et modestement autour de la SRI, c'est d'éviter surtout de tomber dans un piège à la fois de la naïveté et de la démagogie. La démagogie, c'est ce qui consistera à penser qu'on va tendre le crayon, le micro, je ne sais pas quel dispositif de médiation à l'usager, et que ça va bien se passer. Non, c'est pas vrai, parce que l'usager peut être à des limites cognitives et affectives, et puis aussi parce qu'il peut être mal intentionné. Alors disons-le, assumons-le, ça fait partie du jeu de la sollicitation. Mais en même temps, est-ce qu'on peut faire l'économie d'aller à sa rencontre? Non. Par contre, après, il y a toute une espèce de matériau comme ça, composite à collecter, à travers, encore une fois, des verbalisations. Et les verbalisations, ça fait partie des matériaux, mais des matériaux sur lesquels on va d'abord avoir des représentations, souvent une idéalisation, un déni, après vous pouvez broder. Hein. Et en plus, je maintiens, je l'ai suggéré tout à l'heure, mais j'insisterai jamais assez là-dessus, avec une sociologie de la participation qui est très particulière, ce que je disais en aparté tout à l'heure, ouais, pour aller à une réunion publique à 18h30 plutôt que de ramener les gamins du judo ou d'aller se vautrer devant la télé ou d'aller faire à manger ou tout ce que vous pouvez faire, il y a une certaine forme de... C'était une élue qui me disait ça en aparté, mais en plus une élue très capable, elle me disait mais quand même... Il y a quand même une certaine forme de névrose, quoi, à avoir ces comportements de participation pour un projet hypothétique dans 30 ans et sur lequel on va vous faire broder en vous donnant des crayons de couleur
un plan masse et puis allez, raconte-moi ton quartier dans 30 ans. Enfin, rendez compte la tartufferie de l'exercice. Eh bah si, mais quand même. Enfin moi, aujourd'hui, c'est ça que je dis. Mais encore une fois, pour la fabrication de la ville, comme pour la valorisation de nanotechnologie, comme pour la fabrication d'un nouveau thermostat ou d'une nouvelle interface numérique, c'est le même problème. Si vous pensez, donc il faut pas être démago, il faut pas aller raconter aux gens qui sont plus compétents que des experts, parce que de toute façon, pour des tas de raisons, encore une fois, ontologiques, affectives, cognitives, il y aura un travail de surinterprétation à faire par-dessus ce qu'ils auront exprimé, parce qu'on n'aura pas tout. Alors ça c'est le côté naïf aussi, c'est à partir du moment où on va suffisamment les écouter quantitativement ou qualitativement, on va avoir un matériau complet qui sera une espèce de panorama victorien qui va épuiser, enfin voilà, tout sera là et tout sera disponible pour fabriquer une fois pour toutes la ville finie et achevée parce qu'on les aura bien pris en compte. Non, ça sera de toute façon un processus itératif pour prendre des grands mots. Puis à la fin, est-ce qu'on le fait, est-ce qu'on le fait pas comme dirait un grand philosophe qui est mon père, bah, c'est pas Nietzsche qui a taillé la haie, quoi. Donc il y a un moment, faut y aller. Et je pense que ça vaut le coup d'essayer. Encore une fois, on peut faire des tas de choses. La bonne nouvelle par rapport à il y a juste 10 ans, quand j'ai commencé à bosser, c'est que aujourd'hui, entre autres, parce que des technologies numériques, entre autres, parce que une ère du temps qui nous permet de faire ça, on a des moyens qu'on n'avait pas il y a 10 ans. Et pas nécessairement plus cher, hein. Et puis, alors je sais pas pourquoi, mais est-ce que c'est parce que le mot d'innovation, alors dans d'autres champs, il est en train d'être en faillite et qu'on est en train d'essayer on devrait commencer à le substituer à une actualisation d'un vieux mot fatigué qui est celui de progrès, parce que les gens, ils aspirent pas à de l'innovation, hein, ou ils aspirent pas à des Scott. Ils aspirent à du progrès ou alors progrès et fatigué, hein, je suis d'accord, ou à mieux vivre là où ils sont. Donc c'est ça qu'il faut leur raconter à la fin. Par quoi ça passe? Alors je maintiens, puis après je fais encore 2 minutes là-dessus, mais ouais, bah alors non, je le fais pas. Mais ça passe par des récits, voilà. Ça passe par des récits et je ferai une analogie avec un que je trouve exemplaire avec un autre un peu geek, mais je l'assume. Quand George Lucas a voulu faire Star Wars, il a travaillé avec un très très grand anthropologue américain, et ça y est, son nom m'échappe, qui travaillait sur les figures du héros. Et en gros, quand il écrivait le scénario de Star Wars, il avait lu ce bouquin d'un universitaire, et il l'avait pris comme consultant pour lui demander qu'est-ce qui se passait dans son scénario, si c'était conforme à certains canons du héros. Alors c'est Joseph Campbell, ça y est, merci. Et ben c'est la même chose qu'il faut faire. En fait, faut pas avoir faut y aller de façon, je dirais, empirique, pragmatique. Et voilà. Eh ben on y va. En fait, d'abord merci, parce que la première fois dans un réunion comme ça que j'entends des personnes qui donnent les clés de nos actions, vraiment, les deux, là, et de mes passions, la neuroscience et autres, bref. Voilà, nous, ce qu'on essaye de faire, c'est vraiment offrir ces expériences collectives, et c'est par là que vient le changement et qu'on crée les liens. Et oui, il faut y aller, ça va prendre du temps, on n'a pas les réponses à tout, mais on apprend sur le terrain à vitesse grand V. Et ce que j'ai trop de choses à dire d'un coup, mais et donc pour le moment, on sait que peut-être que c'est un peu fou de leur parler d'un projet dans 30 ans et 20 ans, mais si on se concentre pour leur offrir une expérience unique et positive le jour J où ils sont venus, s'ils ne viennent pas seulement pour contribuer pour les projets qui arrivent dans 20 ans, mais pour leur jour, parce que ils savent qu'ils vont avoir un moment incroyable de transformation intérieure et extérieure, et c'est une sorte de synchronicité et de faire que tout passé, présent, futur sont à ce moment-là partagés dans ces moments. Et c'est quelque chose que je suis très contente qu'on aborde là-dedans, parce que c'est très difficile à mettre en place sur le terrain. Parce que dans ce cas-là, les animateurs, ceux qui font mettre en place ces expériences, il y a beaucoup de choses que eux ils doivent être capables de faire, c'est-à-dire d'être complètement ouverts, de n'être pas en réactivité avec qui que ce soit, d'être authentique et spontané. Je pense qu'il y a beaucoup de règles, beaucoup de
de règles d'urbanisme et de choses qui empêchent pas mal de personnes dans les structures d'agences d'urbanisme et collectivités et autres, qui bloquent la façon d'être de soi-même humain dans ces moments d'échange qui permettent la richesse. Et donc, notamment par rapport à tout le travail qu'il faut faire pour pouvoir les mettre en place. Donc, il y avait besoin de plus de formation. Il y a besoin de plus de flexibilité dans les règles, parce que c'est du cas par cas. En fait, il y a différentes échelles, mais il y a aussi du cas par cas. Il y aura différentes personnes dans différents quartiers. Et si on fait attention aux individus, c'est les ressources aussi du local. Travailler sur l'expérience de l'urbanisme permet aussi de faire que les personnes qui sont là que ponctuellement, ils vont avoir envie quand même de contribuer à leur quartier n'importe où ils sont, parce qu'ils savent qu'ils vont avoir un moment d'échange particulier et contribuer pour l'avenir. Et donc plus de confiance. Cette idée d'expérimentation. Par rapport aux notions d'innovation, qu'est-ce que c'est que l'innovation ? Moi, je pense que c'est plus d'expérimentation, plus de liberté pour chacun d'entre nous dans la manière de mettre en place les projets. Voilà, c'est ce que je veux faire. Merci Anaïs. Alors, je sais que parmi vous, voilà, oui, voilà, Isabelle et Jean-Marc. Et puis il y a monsieur. Merci, donc Isabelle. 2 ou 3 réactions par rapport aux choses entendues là. Sur le récit, moi j'ai envie de dire oui au récit, il faut réhabiliter le récit, il faut réécrire des histoires, parce que c'est dans les récits que l'individu peut se situer dans une trajectoire et individuelle et collective. Et ça, c'est important que les politiques publiques, renouent ou nouent davantage avec ça et osent écrire des histoires. Et parallèlement, et ça peut peut-être sembler contradictoire, mais tant pis, vous avez dit, monsieur, il ne faut pas tomber dans la démagogie. Effectivement, ne pas tomber dans la démagogie, c'est pour moi, à travers ce que j'ai pu observer, c'est principalement 2 choses. C'est avoir un rapport honnête avec la personne ou le groupe auquel on s'adresse, c'est-à-dire lui donner des règles du jeu aussi, à un moment donné, expliquer quelle est la marge de négociation dans un projet, jusqu'où il peut aller et décider et co-décider, et à quel moment ce n'est plus lui qui décide et qui a prise sur ce qui est en train de se construire. Et ça c'est important de poser ces règles du jeu dès le départ, parce que c'est ce qui garantit aussi des processus de travail qui ne soient pas trop frustrants pour les habitants à un moment donné. Et être honnête également, c'est accepter que dans le processus de travail, il y ait du conflit, voire même que le conflit soit une étape ou même plusieurs étapes nécessaires à la fabrication du projet. Et ça, l'expérience montre que là où il y a réellement co-construction, c'est souvent là où il y a eu des allers-retours, des conflits, etc., et que ça demande à être géré en termes de politique publique, et que ça interpelle aussi les techniciens ou les politiques qui peuvent être en situation d'avoir à gérer ça, parce que ça demande des savoir-faire, des savoir-être qui ne sont pas innés et sur lesquels on peut avoir à apprendre tout un chacun. Et d'autre part, et j'en terminerai là-dessus, pour moi, ce qui fait sens un point commun entre vos 2 interventions introductives, là, c'est cette idée d'être en mouvement permanent. Et quand, madame, vous parliez de l'attachement au quartier, on parle beaucoup de l'attachement dans les quartiers populaires. Nous, on a eu à participer à une étude qui nous a amené à interroger 350 jeunes de quartiers populaires dans 22 quartiers différents. On les a interrogés avec l'appui d'une sociologue sur le rapport à leur quartier d'appartenance. Et en fait, ce rapport, il est très ambivalent. Il se joue entre attachement et rejet. Et sur ce sujet, comme sur d'autres, on peut être attaché à un moment donné et en rejet à un autre moment. On peut être attaché par rapport à certaines dimensions du quartier d'appartenance et en rejet par rapport à d'autres dimensions. Et donc, du coup, comment construire des politiques publiques, y compris urbanistiques, en s'appuyant là-dessus, c'est pas simple. Et je m'interroge, je m'interroge avec vous sur
le fait peut-être, comme piste de travail, d'avoir à conduire parallèlement et du micro-projet et des projets plus structurants, de travailler sur des temps courts, très ouverts, et de travailler sur des temps longs qui forcément doivent s'appuyer sur des étapes de projet un peu plus structurées pour permettre à la fois de capter le génie des lieux et des gens là où ça se passe, au moment où ça se passe, dans des projets un peu petits, immédiats et sur lesquels on pourrait être en prise de risque, et parallèlement travailler sur des choses beaucoup plus structurantes et qui renvoient à d'autres processus de travail. D'accord, merci. Je crois qu'il y avait Jean-Marc qui voulait... Jean-Marc Hoffner. Oui, Jean-Marc Hoffner, Bordeaux. Je voulais juste généraliser un petit peu là, parce que je trouve qu'on n'a pas beaucoup profité de l'exposé de Philippe Genestier, mais il a été trop long, donc c'est de sa faute. Mais je pense qu'il a dit, entre autres, deux choses importantes. L'une, c'est qu'effectivement, les urbanistes n'aiment pas l'individu. Je pense qu'il faut l'entendre, qu'il y a tout un système de valeurs qui fait que Henri Noël croit encore à l'intérêt général, par exemple, alors que depuis 30 ans, chacun sait que ça n'existe plus. Qu'on a des modes d'analyse, d'enquête qui font qu'on préfère le macro bien global au micro compliqué, etc. Donc ça, c'est d'abord à nous, effectivement, peut-être de réviser nos modes de faire et de voir la société. Et puis si on prolonge un peu la typologie de la dernière diapo là, avec le Drupéton et Rémi, on en arrive assez facilement à l'idée qui me plaît bien, que la plupart du temps, la bonne décision en urbanisme, c'est de ne pas intervenir. C'est-à-dire de laisser des espaces non légitimes, de laisser des espaces où on fait ce qu'on veut. Alors ça, pour un architecte, c'est insupportable, parce qu'il faut qu'il gagne sa vie. Pour un urbaniste, c'est un peu plus acceptable. Pour un élu qui aime couper des rubans, c'est difficile. Mais je pense que c'est quelque chose qu'il faut avoir en tête. Peut-être que le surinvestissement des lieux est souvent peut être n'est pas forcément, on va dire, la meilleure des solutions. Alors autrement, un scoop sur Bordeaux. Bordeaux ne sait pas bien s'occuper de ses espaces publics. Bordeaux sait bien s'occuper de ses espaces publics extraordinaires. C'est pas très compliqué quand même. Voilà, rater les quais. Bon. En revanche, tout le monde se fiche des espaces publics ordinaires. Tout le monde s'en fiche parce que ça ne fait pas projet, justement. Donc ça passe au service voirie qui, pour de bonnes ou de mauvaises raisons, fait ce qu'il sait faire, qui n'est pas forcément le mieux. Donc si espace public est un sujet à traiter, je crois qu'il faut vraiment faire la distinction. Alors nous, on a fait quelque chose d'intéressant à l'agence d'urbanisme. Avec des géographes, on s'est intéressé aux pratiques des femmes dans l'espace public. Bon, c'est effrayant, hein. C'est effrayant, c'est-à-dire que les jeunes filles disparaissent de l'espace public, en gros, quand elles rentrent au collège. Voilà, ce qui pose un vrai sujet de société. Comment est-ce qu'on le diagnostiquerait autrement qu'avec notre casquette d'experts pédants et hargneux, voilà, à méditer. En tout cas, il y a une façon de faire percevoir la réalité qui ne va pas de soi. Et je voulais en profiter, je crois que c'est Jean-Yves qui en a parlé, de Rosan-Vallon, le Parlement des Invisibles, quand même une des choses les plus intéressantes qu'on a inventées en sociologie, entre guillemets, ces dernières années, c'est la petite collection de Rosan-Vallon qui parle de gens très importants dans la vie quotidienne, pour eux et pour ce qu'ils font, et dont on n'avait pas idée de leur mode de fonctionnement. Donc là encore, ça implique un travail intellectuel, un travail de distanciation, qui a sa propre valeur. Ce que disait Henri Noël sur habitants et usagers, c'est vrai qu'on confond un peu tout ça. Je pense que c'est quand même une clé importante dès lors qu'on veut parler métropole. Si on parle commune, ville, les maires, ils pensent que leurs habitants habitent dans leur ville, ce qui est faux, mais c'est pas grave. On est beaucoup sur les habitants. On est peut-être même sur des hyper-habitants, quoi. C'est-à-dire non seulement ils habitent là où ils votent, mais ils votent, ils sont dans le comité de quartier, ils sont à élire, et ça se passe bien pour eux d'une certaine manière, quoi. Les usagers, voilà, dans tous les sens du terme, c'est évidemment beaucoup plus compliqué, parce qu'on sait moins les saisir, parce que dans des processus très formalisés comme les débats publics de la Commission nationale, on arrive effectivement à avoir autre chose que les habitants, mais là il y a un vrai sujet. On s'en tire en faisant dans le micro.
Mais tous les grands sujets métropolitains qui nous intéressent dans les agences d'urbanisme, c'est vrai qu'ils échappent un peu à tous les dispositifs de concertation. Et puis je voulais finir sur ce qu'Henri Noël a esquissé aussi, mais c'est tellement scandaleux qu'il n'a pas été plus loin. Dans les beaux quartiers, les gens, les habitants, ils s'emmerdent pas à s'occuper de leur espace public. Ils ont autre chose à faire. Et c'est finalement assez paradoxal que de transférer cette injonction du être soi, être créatif, être fatigué d'être soi, comme dit Ehrenberg, à devoir décider matin, midi et soir, à ceux qui en ont le moins les capacités, alors que les autres, ils délèguent. Ils délèguent, c'est plus ou moins bien fait, mais enfin ils s'en sortent, ils vont ailleurs, etc. Et voilà, donc ça c'est quand même un vrai sujet. Alors je comprends bien ce qui a été dit, c'est que ces processus sont intéressants en tant que processus, justement, pour construire des habitants comme acteurs potentiels, on va dire. Mais en même temps, est-ce qu'il n'y a pas un petit peu un leurre ? Surtout si vous avez ce qui est évidemment la meilleure solution, c'est-à-dire le terrain blanc, surtout si on veut mutualiser des usages, puisqu'il va falloir le faire de plus en plus dans les années à venir, et donc que la complexité de la programmation des espaces est d'autant enrichie par cette question de mutualisation. Donc là, je trouve que c'est un vrai sujet. Il ne faudrait pas en rajouter sur faites tous des projets. Il y a Boltanski qui a écrit des choses aussi très, très radicales sur cette injonction du projet, alors que la routine et la délégation, c'est quand même la meilleure façon de pouvoir se lever le matin sans être fatigué par avance, quoi. Alors, Jean-Marc, merci de ton intervention. Ça va faire le lien avec notre troisième séquence. Je crois que Henri Noël, si tu voulais dire un mot. Et puis, qui est-ce qui voulait dire un autre mot derrière ? Jean-Yves. Parce que, voilà, alors j'avais dit que ça générerait un peu de frustration. Donc d'accord. Henri Noël, Jean-Yves, oui, et puis après, on va passer à la troisième séquence avec Brigitte. C'est pas pour répondre directement à cette interpellation de Jean-Marc, que j'apprécie par ailleurs. Non, parce que ça prendrait trop de temps. Ça prendrait trop de temps. Deux choses. La ville, c'est pas uniquement les beaux quartiers et les quartiers sensibles. Il y a quelque chose au milieu. Et ces couches moyennes, on le remarque, notamment à Rennes, alors peut-être qu'à Bordeaux, c'est pas la même chose, sont celles, et notamment les jeunes étudiants, les jeunes des couches moyennes, sont ceux qui s'investissent le plus dans les associations et dans les processus participatifs. C'est d'ailleurs une critique que font souvent les élus, c'est toujours les mêmes bobos que vous voyez à vos réunions. Donc il y a quand même un entre-deux qui existe et dont il faut quelque part tenir compte, même si c'est pas que d'eux qu'il faut tenir compte. Deuxième chose, j'ai écouté avec vraiment beaucoup d'intérêt ce qu'a dit Denis Cerclé et ma voisine Bianca Botea. J'ai quand même une petite inquiétude. On s'interroge sur les fondements de ce qui font le raisonnement, la prise de parole. Et la référence aux neurosciences montre que vous disiez que la prise de parole en communauté ou en réunion n'est pas la même chose que la pratique réelle et vient fléchir ou modifier cette perception. Je partage assez l'analyse, mais en même temps, pourquoi est-ce qu'on s'interroge là-dessus uniquement quand il s'agit de parler d'habitants ? Quand nous on fait des réunions avec les commerçants, avec les chefs d'entreprise et tout, personne va nous dire à un moment donné, est-ce que vous êtes dans le réel, est-ce que la prise de parole va modifier votre perception de la chose. Pour moi c'est exactement la même chose, mais en même temps on est dans un monde réel dans lequel il y a peut-être une injonction à agir, mais il y a aussi une injonction des habitants à ce qu'on agisse. Dans les quartiers, il y a cette injonction. Pas seulement dans les quartiers sensibles. Donc il faut bien trouver une façon de répondre. Cette relativisation de la parole des habitants me gêne un peu, voilà, pour tout dire. Hein. Dernier point sur l'attachement, et j'en finirai là. C'est vrai que c'est quelque chose qui est à relativiser. Pour avoir travaillé dans les cités minières du Nord, pour avoir travaillé sur les premiers quartiers des SQ, on voit bien que entre ce qui est perçu comme extrêmement apprécié
à un moment donné, surtout au moment où on va détruire, on va changer, et quelques années après, il y a quelque chose qui est complètement différent. Alors ça a à voir avec l'expérience, à voir avec beaucoup de paramètres que vous avez cités, mais il y en a un que j'ai en tête, c'est, je ne sais plus si c'est exactement le concept, mais de la reconstruction cognitive, c'est-à-dire qu'on dit les choses une fois qu'on est parti, et on ne les dit pas quand on y est, parce que c'est trop dur à supporter, y compris pour soi-même. Quitter un quartier sensible où la vie est difficile, on ne va dire que la vie est difficile que quand on a les moyens d'en partir. Quand on y est, c'est difficile parce qu'on est captif, on est coincé, quoi. Alors, il y avait Jean-Yves qui voulait, et peut-être Denis, vous vouliez... Alors, on va donner la parole à Denis, excuse-moi Jean-Yves, qui voulait répondre. Voilà, très court s'il vous plaît, parce qu'on a la dernière séance. C'est juste pour dire que je la relativise pas ou je l'exclus pas, mais c'est quelque chose de complémentaire. On est en train de mener un projet de recherche avec des eye trackers, où on mesure le mouvement de la pupille auprès de personnes qui circulent dans l'espace public. Et après, quand on sait, on a une image du parcours qu'elles ont fait, et on sait exactement où elles ont regardé, combien de temps elles ont regardé. Après, on leur projette ça, et on leur demande de commenter. Et on a recours à leurs paroles. Et c'est très instructif. Mais c'est complémentaire. C'est pas la totalité. Alors Jean-Yves, très rapidement, et puis on passe à la dernière séquence. Oui, moi ce qui m'a frappé de ce second groupe, là, deux choses. C'est que finalement, la concertation, elle peut se faire pour n'importe quoi. Je veux dire, pas uniquement sur des projets, sûr, oui. Elle peut se faire sur des côtés de choses, et que surtout, ça doit être un processus continuel. C'est-à-dire qu'il ne faut jamais s'arrêter. Il ne faut jamais s'arrêter. Ça, je crois, c'est fort. Et l'autre chose, c'est que quand à un moment donné, on s'aperçoit de problèmes nouveaux, ce que disait Jean-Marc, par exemple, sur les jeunes filles qui, à partir ne vont pas. Il faudrait être capable de renvoyer aux services, que j'appelle les communautés éphémères, c'est-à-dire les élus avec les services et un certain nombre d'autres compétences. Et là, on retrouve la recherche, c'est de se dire comment est-ce que par rapport à un nouveau problème que l'on note, ou un problème ancien qui a besoin d'être repensé, qu'est-ce qu'on en tire au niveau de l'organisation du côté de la collectivité et des outils qui travaillent avec la collectivité. C'est-à-dire qu'il faut que tout le travail qu'on fait avec les citoyens, les habitants, à un moment donné, il doit réinterroger la manière dont on fonctionne. Or ça, on le fait assez peu souvent parce que ça demande de mettre aussi, je dirais, en mouvement continuellement l'administration qui devrait être aussi toujours en mouvement. Et ça, c'est très complexe parce qu'on a toujours besoin, à un moment donné, d'avoir une organisation qui tienne sur ses jambes. Et puis surtout, le problème, c'est que moi, ce qui m'a toujours frappé dans mon expérience d'élu, c'est que les délégations sont extrêmement multiples parce que c'est une espèce de partage du pouvoir extrêmement violent, chose que l'on sait mais que l'on ne dit pas souvent, et que finalement, tout ce qu'on a dit là démontre qu'on est dans toutes les dimensions et toute l'organisation. C'est pour ça que je pense que demain, l'évolution de la manière dont vous travaillerez, dont on travaillera avec le monde politique, c'est quoi? C'est qu'il y a un maire avec 6 adjoints, plein temps, ça fait 7, qui travaillent sur tous les dossiers. Après, il y a des élus qui sont sur les secteurs ou sur les quartiers ou sur les communes quand il y aura une élection totale ou suffrage universel et qui n'auront pas tellement de lien entre eux. Je veux dire par là que les 7 décideront et que l'autonomie politique est fondamentale dans ce travail-là, dans la mesure où il y aura un vrai travail sur le terrain et il y aura une remise en cause continuelle du circuit administratif et de la manière de travailler. Et le politique doit rester totalement autonome, indépendant et n'avoir affaire qu'à son élection.